Lundi 29 novembre 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Acceptez cette petite pathologie parce que dans le spécial, on peut encore trouver spécial. Nous allons discuter essentiellement ce jour du recours de l'État congolais aux troupes ougandaises pour faire face aux ADF, les poches résiduelles de sécurité qui menacent l'Est de la RDC. Près de 13 millions de morts déjà en RDC que nous avions perdu les âmes. Et ici, le gouvernement congolais ou le chef de l'État congolais a pensé qu'il fallait faire recours aux troupes ougandaises de manière à faire face à ces ennemis de la République. Est-ce que peut-on parler d'inefficacité de l'armée congolaise ou simplement c'était dans le cas de la complémentarité? Nous allons parler avec les experts qui sont sur ce plateau. Nous allons discuter aussi de la sécurité de minerais de la RDC. Vous le savez que la RDC est victime de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ça fait beau de temps. Mais est-ce que déjà dans un système, dans une situation normale, les minéraux sont exploités illégalement, pillés et que les troupes vont maintenant s'occuper, parce qu'on a parlé d'Ouganda, il n'y a pas que l'Ouganda, on a aussi parlé des troupes rwandaises qui vont suivre. Est-ce que peut-on compter encore sur nos minéraux dans l'entretemps? Est-ce que nous nous posons la question, ces troupes-là seront toujours sous la direction ou sous la gestion de gouverneurs militaires ou ça va être sous la gestion des États qui les ont envoyés? On va discuter. Mais comment suivre, surveiller, organiser tous ces mouvements de troupes vis-à-vis déjà des Congolais qui sont endeuillés tous les jours? Et quand savoir que les actes de barbarie sont commis par les troupes invités ou par les ADF, comment différencier et comment ça va se passer? Quels sont les mécanismes de fonctionnalité mises en place de manière à assurer la sécurité du peuple congolais à l'est du pays, du moment où nous voyons deux troupes étrangères faire incursion dans un État? C'est difficile d'en discuter. Voilà pourquoi seuls nous ne pouvons pas vous accorder des réponses utiles. Il fallait inviter les experts qui devraient venir sur ce plateau pour donner les points de vue scientifiques, parce que l'édition spéciale d'aujourd'hui est au-delà de la politique. Ce sont des questions d'État qui doivent se discuter avec une dimension d'analyse, d'approche scientifique et systémique. Voilà pourquoi nous avions invité les experts. Nous rappelons aussi en passant que l'Église catholique vient de signer son retrait aux assises de 8 confessions religieuses pour des raisons de convenance qu'ils ont évoquées. Ils ont dit au cours d'une déclaration de ce matin qu'ils ne pouvaient plus continuer à siéger. Ils ont retiré leur signature et ils ne peuvent plus continuer. Mais comment ça va se passer avec le processus vis-à-vis de sa crédibilité sans l'Église catholique, qui est une tendance essentielle aussi de ces processus-là? Quel crédit accorder à Kadima? C'est un point de vue que nous allons recueillir de nos invités à la fin. D'abord, à ma gauche, je présente pour la première fois, il est de passage ici à Kinshasa, un expert scientifique. Il s'appelle M. Josaphat Moussamba. Il est chercheur sur des questions de conseil de sécurité, sur des questions de sécurité. Il est scientifique aguerri. Il va se présenter exclusivement lui-même de manière à nous dire, je voulais dire qu'il est chercheur au groupe de conseil de sécurité. S'il y a des précisions à faire, M. Moussamba, d'abord bienvenue à cette édition spéciale qui vous a invité pour discuter de questions d'État. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup aussi de m'associer à ces débats. Et comme vous l'avez dit, juste quelques questions de précision. Ajoutez, allez-y. Josaphat Moussamba, il est d'abord chercheur au groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Les conflits et la sécurité humaine. Alors, donc c'est une unité de recherche qui est attachée au CERUKI, le centre de recherche Université du Kivu, mais qui est basé à l'ISP Bukavu. Ça, c'est la première précision. Je suis aussi étudiant en doctorat. J'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université des Gants, où je travaille sur la socio-anthropologie des pratiques sécuritaires. Donc, j'essaie d'étudier là. Ça fait quelques années que je travaille sur les dynamiques des groupes armés, sur la démobilisation, sur la politique de défense de l'État et toutes les questions qui ont lien avec groupes armés et ressources naturelles. Aussi, dans mon background, j'ai travaillé dans le groupe d'experts Nations Unies de 2016-2017. Et voilà, ça c'est la petite. Je suis qu'un chercheur qui essaie de comprendre et expliquer les dynamiques sécuritaires, les interactions entre les groupes armés et les communautés dans l'Est du Congo. Je travaille au nord, au sud Kivu. Merci beaucoup, M. Moussamba, d'être venu. Nous pensons que la question telle qu'inscrite aujourd'hui cadre quand même avec l'ensemble de vos recherches et des bonnes réponses seront accordées aux Congolais de manière à ce que chaque Congolais ait l'idée de ces cadres partenariales de la RDC et l'Ouganda
et comment ça va se passer. Je vais revenir à vous sur la question. Je prends à ma droite Maître Carlos Mopili. Il est le président du Conseil suprême de la société civile. Mais d'abord, c'est un enseignant à l'université. Moi, il m'a enseigné en 2e licence. Il assiste les professeurs. Il donne le cours de droit. De droit économique. C'est le droit économique des télécommunications en 2e licence. Mais c'est un chercheur. Aujourd'hui, il est aussi outillé sur des questions de sécurité, des questions de recherche dans le cadre de ce que nous parlons de la sécurité, parce que je vais rappeler que Maître Carlos Mopili est quand même un muséiste, c'est un cadogo de muséiste, des musées, pour ceux qui ne le savent pas. Il a quand même beaucoup d'éléments à nous donner, tant sur le plan scientifique que sur le plan de la praxéologie, de la réalité que nous allons vivre sur ce terrain. Monsieur Carlos Mopili, il est avocat, technicien de droit, beaucoup de statuts. Bonjour, bienvenue, Maître Carlos. Merci beaucoup. Mais ici, vous n'êtes pas mon enseignant, parce qu'ici, vous êtes mon invité. Merci. Muséiste, je suis kabyliste, il faut le dire. Attendez, kabyliste. Kabyliste. Mais très il faut bien. maintenant peut-être parler d'autres générations, les kabangistes et les kabylistes, ou bien les kabylo-kabangistes. Il y a des nuances. C'est comme aujourd'hui, les gens de l'Union sacrée, on va les appeler les Tshisekido Chilombistes, hein? Et peut-être les anciens, on les appelle les Tshisekedistes. Mais c'est ça la chose, parce que musée, c'est comme les vieux. Kabila, c'est le kabylisme, où nous tous nous avons appris. Moi, j'ai appris de Mosée Laurent Désiré Kabila. Et les autres jeunes qui se disent kabylistes aujourd'hui, ce sont mes neveux idéologiques. Parce que le président honoraire docteur Joseph Kabila, c'est mon aîné, c'est mon grand frère idéologique. Lui, il a appris plus que moi. Alors, ça, c'est une très bonne présentation. Je suis révolutionnaire. Oui. Révolutionnaire. Oui, et depuis mes grands-pères. C'est très important que vous puissiez vous présenter comme révolutionnaire. Ewabora, ça a été ouvert par mes oncles, mes tantes, et puis nous avons fait l'aventure révolutionnaire avec la FDL, et puis je suis en même temps vainqueur d'agression rwando-ougando-burundaise dans l'armée maintenant régulière, où j'ai été presque dans toutes les forces, sauf dans la force navale, parce que à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, mon maître, le président, j'étais déjà officier, pilote de guerre. Et par rapport aussi, parce que souvent maintenant là, c'est la casquette des cyberjuristes qui maintenant... Je rappelle que vous êtes aussi expert en cybercriminalité. Mais c'est ça. Et vous avez même écrit un ouvrage dessus. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le deuxième... Il fallait nous apporter cet ouvrage, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance de le lire 2-3 fois. Oui, ça, fallait quand même, ça, c'est le deuxième master que j'ai fait en cyberdroit à l'université Gaston Berger, où très le bien. premier, c'était maître Kodjo Ndoukouma. Nous saluons les Mais saluons. avant, j'ai fait mon master en Limoges, c'était en droit international, mais spécialité droit des conflits armés. Droit des conflits armés. Je vais d'abord retenir ça, droit des conflits armés, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, demain, nous pouvons nous retrouver dans un conflit de troupes entre les Congo et l'Ouganda. Il faut présenter nos salutations au professeur Kodjo Ndoukouma, que vous continuez à... Vous l'assistez toujours? On est toujours ensemble. Vous êtes toujours ensemble. Merci. Merci beaucoup. À ma gauche, il s'appelle India Omari Force. D'abord, je le présente comme un analyste stratégique. Il a été directeur général de l'ICSM, Institut Congolais de Conservation de la Nature. Il a été DGA, je vais dire comme ça, un cadre de l'OGFREM à l'époque de Joseph Kabila. India Omari, un communicateur sérieux, crédible. Aussi un homme, un kabbyliste patenté. Bonjour et bienvenue, India Omari. C'est moi qui vous dis bonjour. Toujours kabbyliste? Pourquoi Ou du côté de l'Union sacrée maintenant? Non, je suis doyen des communicateurs. Doyen des communicateurs. Du Front commun pour le Congo. Très bien. Et je salue mes deux compatriotes extrêmement intelligents que je viens de rencontrer sur ces plateaux. Et à l'occurrence, M. Bopili, Carlos, un jeune intelligent et à qui on a... Un kabbyliste aussi. Oui, votre collègue.
Oui, un kabyliste. On a fait la marche de la révolution ensemble. Très bien. Oui, je connais... Vous êtes Kadogo aussi? Je suis Kibongé. c'est le langage, je crois que non, lui a compris plus. Il a bien compris, je suis Kibongé. Là, il faut lui expliquer que parmi les libérateurs, oui. C'est des termes swahili. Ce qui est parmi les libérateurs, ceux qui étaient les plus petits, on les appelait Kadogo. Et ceux qui étaient déjà un peu adultes, comme les seniors, majeurs, seniors, oui. On les appelait les Kibongé. C'est compliqué. C'est une très bonne découverte, monsieur Indiamari. Bonjour, bienvenue. Bon, écoutez, je crois que non. J'ai beaucoup aimé quand vous dites que vous êtes les doyens des communicateurs du FCC. C'est très important, ça. Je crois que... Votre trio, Ernestine Nyoka, vous prenez... comment Franklin Chamala, India Omari, Kambinga, Kambinga et Kambila. Oui, Kambila. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis le départ de Kabila? Mais c'était fini cette affaire. Non. Nous sommes. Franklin Chamala est là, il est avec moi. Oui, je l'ai rencontré dernièrement à Télé 50. Oui, il était avec moi avant de venir dans votre émission et on a brodé sur des questions économiques et très surtout bien. La question des Boukangalonzo qui a laissé des tas à ceux qui s'acharnent contre le Premier ministre Matata Ponyo. On a essayé de donner l'essentiel. Vous êtes sans ignorer que nous avions apporté une dose politique sur la question comment il faut arriver à créer l'emploi dans la partie Kwango. Et aujourd'hui, notre grande surprise, Kabila fait un effort. Boukangalonzo, ce n'était pas seulement de l'agriculture, c'était une chaîne de valeur. Vous savez, on a... Mais un bilan largement négatif. C'est la mauvaise volonté. De qui? Des Congolais. Qui particulièrement? Mais non, mais c'est la mauvaise volonté. Au fait, on dit les hommes... Parce que, attendez, monsieur India Omari, je vais vous relancer. Ouais. Joseph Kabila était le chef de l'État. En principe, le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a impulsé la vision de gouvernance de l'État. Et l'exécution de cette vision était faite par Matata Ponyo, le Premier ministre. Mais s'il y avait un ministre de l'Agriculture, je crois à l'époque c'était Jacques Chrysostome Vahamouit, si j'ai comme impression. Mais quand il y a eu négligence c'est pas de tout le Congolais, parce que moi je n'ai pas géré non plus, mais ça doit être Joseph Kabila ou Matata ou le ministre de l'Agriculture à ce niveau-là. Ben, je ne veux pas parce que c'est une émission spéciale. Oui, parce qu'il y a un autre sujet prévu que ça. Une émission spéciale. Apaisez-vous, hein, je vais vous tranquilliser. C'est une émission à caractère sécuritaire. Très bien. Je suis spécialiste sur la question de défense, donc la stratégie. Je veux qu'on en reste là. Merci beaucoup. Sauf que je voulais juste allez-y. Apporter un plus par rapport à ça. Oui. Donc, nous avons tous mangé la farine de Boukangalonzo. Il y a eu des points de vente à travers la République, donc à travers la capitale. À moins de bourse. Comme il a dit tout à l'heure, à moins de bourse. Et, comme on mange quand Yamaka, c'est oui, les sacs coûtaient à 14, 15, 16 000 francs à l'époque. Mais tout d'un coup, on a vu les partis de l'Imété venir piller les points de vente. Rappelez-vous. J'aurais voulu te recevoir à la libre opinion. Attendez. Allez-y. Attendez. Et partout. Mais on n'a pas compris. Mais comme il y avait déjà une production, une productivité. Très bien. Mais je me dis, je rentre dans mes cours de développement rural. Donc, Matata est parti, il est parti avec ses idées. Donc, je vois, après Matata, c'était Badibanga. Oui, Sami Badibanga, et puis Chibalanzenze, Ilunkamba, et puis aujourd'hui Samal Konde. De lutte contre l'autosuffisance alimentaire. Mais on arrive et
ce que j'étais en train de dire. Tu sais que non. Merci. Tu sais que non. On va revenir sur ça, Omari. Il y a une question très importante qui vous attend. Un instant. Oui. C'est important. Il y a la centrale électrique à Boukangalonzo qui peut desservir Kwango, la province de Kwango, et une grande partie de Maluku insérée. Cette centrale n'attend que 6 millions pour alimenter tout Kwango. 6 millions. 6 millions. C'est-à-dire transport du courant, c'est comme à Kakobola, transport du courant de Boukangalonzo à Kwango pour permettre à ce que l'eau et l'électricité soient servies à la population de Kwango. Mais je me dis, tout l'argent qu'on est en train de dilapider actuellement au niveau du trésor public ne pourrait pas aujourd'hui servir à la relance de ces travaux. C'est-à-dire au transport du courant. Très bien. Il ne reste que la phase de transport. De transport. C'est comme le Zongo ici. Merci. C'est le transport pour qu'il n'y ait plus de délestage. Mais pourquoi on vous appelle India Force? Écoutez, pourquoi on m'appelle India Force? C'est depuis l'université. Oui. Les exploits scientifiques ont fait à ce que qu'on parlait de moi la force. Très bien. On parlait de moi dans la force. Vous savez, quand vous venez, j'ai commencé en Polytechnique. Et de prépo, premier graduat, deuxième, mais je me suis retrouvé à la faculté des sciences sociales. Donc, bravo. Merci beaucoup, India Omar. C'est intéressant, on reviendra sur ça. Je vais prendre un engagement ferme avec les Congolais que je vous reçois demain à la libre opinion. Vous-même. Donc là, on aura suffisamment le temps de creuser. Il y a Madame Arlette Odiaka Chama, Maître Arlette Odiaka qui vient de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. En grand retard. Pour une fois, vous êtes en retard. Comment ça va? On a barricadé ici. Maintenant, on barricade les routes sans annoncer. Pourquoi? Semble-t-il pour nous donner Kinshasa 0 trou. Même si aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu plus de trous qu'avant. Mais les routes sont barricadées. Vous venez comme ça, vous trouvez que c'est barré. Vous devez changer de contour. Bon, vraiment, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Pour une fois, moi, je comprends parce que le RAF, tu viens toujours à temps et puis avant tout le monde. Voilà. Nous avions inscrit la question liée à l'incursion. Je ne sais pas si je vais appeler ça incursion, mais le recours du gouvernement congolais aux troupes ougandaises pour faire face aux ADF. C'est un plateau scientifique qui va au-delà de polémiques politiciennes. Voilà pourquoi on a fait quand même allusion aux scientifiques, de gens qui réfléchissent ou qui ont écrit ou qui ont travaillé sur ces domaines-là stratégiques, sécuritaires, de manière à nous donner des avis, vous y compris, sur ce que vous pensez de la sécurisation de nos minerais, aussi et surtout de la gouvernabilité de ces troupes-là, vis-à-vis de compétences du gouverneur militaire. Si ça va se passer comment? Le gouverneur militaire va gérer les troupes de la RDC, les FRDC, et aussi ces troupes-là étrangères, comment ça va se passer, leur gestion, comment on va surveiller leurs circuits, leurs entrées, leurs sorties, la sécurité des Congolais de ces côtés-là, parce il n'y a pas que les troupes, on peut nous amener aussi des bandits, qui peuvent à tout moment venir saboter les œuvres de la RDC, les richesses. Ça va être discuté au cours de cette édition spéciale. Bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Je prends d'abord M. Moussamba. Il est expert de ce domaine. M. Moussamba. Oui. Après moi, c'est ma chercheur. Chercheur. C'est très bien. Non, mais vous savez déjà quand quelqu'un arrive à établir des textes, je vais dire, de résultats scientifiques sur un domaine, même quand il continue, parce que les recherches sont à vie. Mais il faut d'abord avoir été expert, outillé pour chercher. Vous ne pouvez pas chercher si vous n'étiez pas outillé. Donc ne vous gênez pas quand je vous appelle expert, parce que vous arrivez quand même à chercher par des outils scientifiques qui vous sont dotés épistémologiquement. Bonjour et bienvenue. Je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous-même d'abord, votre avis, je vais commencer par ça, de voir les troupes ougandaises venir en secours du gouvernement congolais vis-à-vis des ADF, qui n'est qu'une poche résiduelle d'insécurité, et ça symbolise une puissance pour un État comme le nôtre. Bon, merci beaucoup. Je l'ai encore dit que c'était évident que je remercie que vous ayez pu prendre l'initiative de m'associer dans ce débat. C'est que
les ADF, c'est pas une poche résiduelle. Oui. Il faut rentrer un peu, faire un background, rentrer un tout petit peu pour comprendre qu'il y a au moins des décennies maintenant que ces groupes armés étrangers qui est venu aussi avec le concours, l'appui de notre État à l'époque de Mobutu et qui a essayé de créer ce qu'on appelle le capital social d'une rébellion à l'intérieur de cet espace où vous voyez Butembo, Beni, Rwenzori, les Isale, etc. Et à un certain moment, les lier avec les dynamiques sous-régionales, les changements d'alliance entre, à l'époque des musées, quand Musée arrive, il y a eu franchement un changement d'alliance qu'il fallait traquer ces forces-là. Et lorsque le président Kabila était là, ils ont encore mis une politique sécuritaire pour pouvoir traquer ces forces-là. Et donc, mais si vous voyez, India va parler de ça, moi aussi j'essaie un peu d'anticiper ce que la typologie, la biotypologie de la guerre qui est faite là, c'est une sorte de, je parle ça comme vous savez, c'est les sortes de guérillas, et où notre armée vient avec une sorte de guerre classique contre ces groupes. Si vous regardez depuis 2014-15, c'est sûr qu'on n'en parle pas. Il y a eu beaucoup de militaires qui sont tombés sur le champ de bataille là-bas, contre ces ADF. Ils ont fabriqué, je sais que vous avez vu, des bombes artisanales. Et même ils les fabriquent là-bas. Et ils en ont tué beaucoup de militaires, bien que aussi nos forces à ce moment-là, à l'époque du général Baouma, et qui a essayé de coincer ces forces, il les a ravis, les Kijé, l'ancien Kijé. Aujourd'hui, ils ont ravi un Kijé Canada, Medina. Ils ont ravi ça à cette époque-là. Mais après, les ADF ou alors MTN, comme on les appelle aujourd'hui, c'est pas vraiment une force résiduelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement concentre tout son effort dans cette partie-là. Je ne sais pas si vous regardez. Lesquels de ces efforts? Depuis que le président Tshisekedi est venu, ils ont renforcé autant de militaires dans le nord Kivu surtout, Ituri et Beni, pour traquer seulement les ADF. Bien qu'il y ait d'autres groupes armés comme les FDLR qui sont... La sous-question que je vais vous poser... Je vais rentrer. Non, je vous relance. Ouais. Vous avez votre temps d'antenne, c'est une édition spéciale. Ouais. Je prends un concept important. Vous dites que le gouvernement congolais a quand même orienté beaucoup d'efforts dans ce coin-là. Est-ce que vous pensez que stratégiquement, les efforts pour un gouvernement, c'est d'envoyer beaucoup de troupes ou d'avoir une étude, une planification, d'avoir un calendrier, un chronogramme, d'avoir, je vais dire, une planification stratégique dotée, mais jusqu'à 3-4 militaires qui peuvent exécuter. Vous pensez qu'entre amener autant de militaires sans études et mener une étude avec peu de militaires, qu'est-ce qui est garanti sur le plan sécuritaire? Alors, moi, sur ce point-là, alors, une guerre se joue sur à la fois le nombre, sur la tactique différente de la stratégie de combat, et sur aussi je vais parler les armes, les types d'armement que vous utilisez sur le champ. La logistique. Alors, la logistique. Et donc, vous savez très bien que lorsqu'il y a eu changement de gouvernement, lorsque le président Tshisekedi est arrivé en 2019, ils ont pensé qu'il fallait en finir avec l'insécurité et ou les massacres, les tueries qui se faisaient dans le Nord Kivu, particulièrement avec les ADF Nago. Alors, ils ont concentré d'abord, première partie, c'était on a renforcé les éléments. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que les types de stratégies qu'ils utilisaient, moi, j'observe que ça ne concordait pas avec la stratégie de l'autre côté, surtout les ADF. Et donc, ce qu'ils auraient pu faire, ça aurait été, au lieu de rassembler tous les militaires, bien que ce n'est pas tous les militaires congolais qui sont là-bas, il y en a d'autres, que j'allais dire, qui traquent encore d'autres groupes armés étrangers au sud Kivu et d'autres parties du nord Kivu. Il n'y a pas que là-bas tous. Et donc, ça doit être une combinaison de la tactique d'abord, comment ils les font, avec les types de réponses que le groupe armé utilise. Le groupe armé, parfois aussi, lorsqu'ils sont traqués, et ils s'en prennent aux populations. C'est juste pour faire pression à l'armée de cesser. Les FDLR, ils ont fait ça quand ils contrôlent le Rutshuru. Les ADF le font. Donc, du moment où ils sont coincés et ils se servent de la population pour créer la terreur, de manière à ce que l'armée recule. Bien sûr, parce que quand ils ne peuvent pas, parce que les FARDC, ils sont numériquement outillés par rapport à eux. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont cibler alors le convoi militaire, ou alors ils vont s'en prendre aux populations. Ça, c'est par rapport à l'amplification de la guerre qui est faite. Mais depuis longtemps, ces groupes armés et ces groupes armés étrangers ont souvent toujours attaqué les populations. Maintenant, qu'est-ce que je vais conclure? C'est que
aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait hier, tout le mandat de Kabila, et Tshisekedi... Ça, on va revenir sur ça. On va revenir. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait? L'entrée des troupes, pour moi, c'est deux leçons. La première, c'est que, est-ce que le président Tshisekedi a pris les négociations avec l'Ouganda et ils décident qu'ils viennent, ils vont traquer du côté congolais ou alors ils vont les traquer du côté de la frontière. Ça, c'est encore quelque chose à voir. Vous avez parlé de comment, si vous voulez, le gouverneur militaire, ils ont établi, il a signé une ordonnance qui institue l'état des sièges. Et donc, on a donné beaucoup de prérogatives, si vous voulez, de pouvoir militaire au gouverneur militaire. Non, on a posé la question, les troupes ougandaises seront sous la gestion de... C'est ça ce que je suis en train de revenir là-bas. Je suis en train de revenir là-bas. Oui. Parce qu'il y a déjà 2 ou 3 choses. Gouverneur militaire, les zones de défense, vous voyez, la 3e zone de défense parce que c'est la partie, et les forces, la MONUSCO, vous voyez. Et ça, c'est un accord bilatéral entre le Congo et l'Ouganda. Comment est-ce qu'ils vont être opérationnellement sur terrain? Ça, c'est, on va observer, regarder comment est-ce qu'ils vont le faire. Vous voyez? On va observer comment est-ce qu'ils vont le faire. Merci. Mais s'ils vont rentrer dans les sols congolais, par exemple à Kassindi, à Beni, pour aller traquer à Mayangos, aller à Rwenzori, à Commande, ça va poser problème. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Ça, je ne sais pas encore, on va... Monsieur Josaphat Moussamba, chercheur... au groupe du Conseil de sécurité. Groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. Groupe d'études sur le conflit et la sécurité humaine. C'est une structure formelle. C'est une unité de recherche qui est attachée à un grand centre de l'Est Kivu, le Seroki, et à l'ISP Bukavu. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Josaphat Moussamba. Je prends Maître Carlos Mopili. Vous avez entendu le premier tableau peint ici par votre co-débatteur, qui dit que sur le plan de coopération, d'abord, il n'y a aucun problème. Aussi, sur le plan des tactiques et sur le plan d'outils de combat, l'armée congolaise est suffisamment outillée. Mais on se pose la question que je vous pose, qu'est-ce qui fait assez qu'avec tous les éléments, l'intelligence artificielle dotée à l'armée congolaise, qu'on soit capable de mettre fin de façon définitive aux ADF qui persistent comme si nous étions en guerre avec un autre État et qu'il fallait faire recours à un autre État. Merci Louis France. Vous savez, j'ai toujours dit, le Japon, c'est parmi les pays les plus développés au monde. Mais le Japon n'a pas de minerais, n'a pas de richesse. Sa richesse, c'est l'intelligence. C'est la tête. Très bien. Quand j'étais à Abu Dhabi en 2014 avec mon argent propre. C'est pas l'argent du gouvernement congolais. Je n'ai jamais voyagé à l'extérieur avec l'argent de Fred Michaud. Je rencontre le roi, il me dit, nous avons transformé les déserts. Aujourd'hui, on parle de Dubaï, on parle d'Abu Dhabi, où il y a les premium du monde. C'est là que vous trouvez l'hôtel de 7 étoiles, le plus grand aquarium du monde, l'immeuble le plus long du monde. Mais ce n'est pas grâce au pétrole, c'est grâce à l'imagination et à l'intelligence. Nous en manquons. J'arrive. La Turquie, pour se relancer, a rappelé les intelligences turques qui étaient nombreuses en Allemagne. Et on les payait double. En Allemagne, on vous paye 3 000 euros. À Turquie, on vous paye 6 000 euros. Mais ici, chez nous, regarde, le président Félix prend le pouvoir. Est-ce qu'il a ramené les intelligences de la Belgique? Oui, il a fait recours aux intelligences. De la France, des États-Unis, partout. Parce que je connais partout les partis qui avaient la crème intellectuelle élevée. Il n'y en a pas comme l'UDPS à l'extérieur du pays. Ça, je vous l'ai dit. L'UDPS avait des intelligences. Et jusqu'à présent, elles sont là. Mais ce n'est pas elles qui sont venues ici. Mais ceux qui sont venus sont qui? Aujourd'hui, nous sommes à 1 mètre de la Coupe du Monde. C'est parce qu'on a cherché tous les meilleurs. D'autres ont refusé. On les a suppliés. Venez jouer ici. Mais pourquoi on ne peut pas le faire dans beaucoup de domaines? Maintenant, nous parlons de ces domaines sécuritaires. Nous sommes dans un pays où tout le monde, heureusement, mon frère, vous voyez la simplicité.
il ne s'appelle pas expert. Mais au Congo, lorsqu'on veut tricher dans un domaine où on n'a pas la qualification, on se dit expert. Toutes les nanas qui voyagent avec les ministres, c'est leur ordre de mission. Expert. Alors que pour être expert, il faut avoir été doté quand même d'un statut. On commence d'abord à être généraliste, spécialiste, cumuler maintenant la théorie et l'expérience. La recherche, voilà, et on ensuite devient maintenant expert. Alors, vous pensez que ces étapes ne sont pas respectées à la présidence? Je parle dans notre pays. Allez-y. Et c'est là dans tous les secteurs. Nous sommes ici. Nous parlons des questions très importantes. Et je vous dis, les questions sécuritaires ne sont pas toujours des questions qu'on apprend. C'est comme ça que sous Mobutu, on avait des officiers qui distinguaient à l'EFO, qui distinguaient à l'école royale militaire. Et on leur donnait les diplômes, diplômés, brevetés d'administration militaire. Mais il arrive ici, c'est eux qui ont créé des fictifs dans l'armée. Ils ont un gros diplôme. D'autres, du gros diplôme en logistique. Mais c'est eux qui vendaient les carburants des chars de combat au Kadhafi. Donc, et c'est pourquoi Moussé a créé une génération des officiers du terrain. Et nous en avons aujourd'hui. Maintenant, la question, je vous réponds. Qui est l'Ouganda? Dans mon mémoire de recherche à Master D, Zidane est témoin. Parce qu'à ce moment-là... Vous avez parlé de quoi? J'ai fait la construction entre le droit international de l'environnement et les conflits armés à l'est du pays. Très bien. Aujourd'hui, je poursuis 2 thèses de doctorat. Donc vous êtes outillé à nous parler de questions de sécurité en RDC et des conflits de armés. Je suis consulté par des grandes universités. Mais pas par la présidence. Malheureusement. Très bien. Quand j'ai fait l'étude, je voulais savoir qui sont les auteurs visibles et invisibles des conflits armés à l'est de notre pays. Et la réponse est simple. Je vais aller vite parce que je ne vais pas abuser de mon timing. Il y a 2 acteurs. Les acteurs invisibles, qui sont les metteurs en scène, ceux qui planifient, qui conçoivent et qui donnent la logistique. Depuis toutes ces guerres, RCD, MLC et tout consort. Et à l'époque du RCD et du MLC, j'ai découvert c'était l'AMFI, American Mineral Fields Incorporated. C'est cette firme multinationale anglo-saxonne qui a financé, que ce soit la guerre de la FDR, qui a financé la guerre du RCD, et aujourd'hui, elle tourne autour de tout ça. Après les multinationales anglo-saxons minérales, nous avons maintenant la phase, donc on quitte la phase de conception. On va dans la phase d'exécution. La phase opérationnelle. Très bien. À la phase opérationnelle, il y a encore 2 niveaux. Il y a les États voisins, dont on parle de l'Ouganda, et les Rwandais. C'est à ce niveau-là. Nous sommes maintenant au niveau régional, c'est au niveau d'Afrique. Les planificateurs sont des multinationales dont leur siège social, c'est dans les États donneurs de leçons. Les États donneurs de leçons. Amérique du Nord. Et le Rwanda et l'Ouganda, à leur niveau, ont recruté les collabos internes. C'est là où vous avez vu, dans les RCD, on trouve les Lambert Mende. Hein, on trouve les Lambert Mende, les Rouberois. Et tous ces mondes-là, les collabos. Les Roger Lumbala. Évidemment. Il faut ajouter d'autres ici, Anna. Il faut les dénoncer. Donc la plupart, 60% qui étaient... Il faut terminer la liste, Maître Carlos. Mais je dis 60% qui nous a géré. Oui. Durant 14 dernières années. Ils sont là. Attends, je voulais vous compléter, c'est-à-dire le planificateur donne la mission aux pays voisins qui exécutent, qui opèrent, qui opérationnalisent. Voilà. Et ceux qui opérationnalisent font recours au débauchage interne. Et on donne cette exécution de l'émission au niveau de cette mission-là au niveau interne ici. C'est là où on fait recours au bénéfice du pays. Et il y a encore d'autres qui continuent à opérer jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça que lorsqu'on entend le président, par exemple, de l'Assemblée nationale vouloir interniser les conflits à l'Est, on s'est dit, voilà les gens qui devraient nous consulter avant de parler à haute voix.
Est-ce que lui est soupçonné aussi? Non, c'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas la vraie information. Très bien. Mais la vraie information, je la donne maintenant. Mais malheureusement, le président de l'Assemblée nationale doit quand même avoir sur la représentation du peuple congolais. Il devrait avoir l'ensemble d'informations. Mais c'est certaines informations. S'il y a des députés de l'Est, ils sont au niveau des collabos. Des collabos. Des collabos. C'est-à-dire, c'est l'image dans le miroir. Attendez, Maître Carlos Mopili, c'est très important ce que vous dites. Il faut toujours de temps en temps vous relancer avant de donner la parole à votre co-débatteur. Il y a des députés de l'Est aujourd'hui qui participent à cette guerre de la RDC à l'Est de notre pays pour voir nos frères qui sont tués. Il y a certains qui jouent à la complicité. Mais j'ai dit ceci. Vous avez vu, dira 14 dernières années, la plupart des autorités, que ce soit politique, militaire, policière, quand vous grattez leur CV, ils sont anciens du RCD. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi les anciens de Kabila ont été marginalisés, renvoyés dans le chômage? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous savez, moi, pour la première fois, je passe à la RTNC 1. Je prends la parole. Quelqu'un m'appelle, me dit, vous allez mourir chômeur dans ce pays. Moi, je dis oui, j'accepte. Je passe à la RTNC 2. On m'appelle, on m'interpelle. Petit, chômeur. Tu n'auras pas le travail dans ce pays. Nous sommes en 2012. Donc Mouzé, lui, s'est quand même opposé à cette affaire d'impérialisme, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de conflits rwando-congolais, comme ça qu'il est mal vu. Mais la guerre du RCD est venue d'où? Quand Mouzé récupère Katanga, ces gens, ils sont arrivés à Lubumbashi. Merci, concluez. Mouzé les a gérés pour les dire, attendez, quand je vais prendre, et arrivé à Kinshasa, il a dit non. Les pourcentages là, je n'accepte pas. Mais le prix pour la paix à San City, c'était quoi? Concède Tenkefungurume et Bandiro, Saramabila. Et c'est comme ça qu'on nous a imposé un code minier que, grâce à Joseph Kabila, il nous a donné l'indépendance économique. Merci. Il a décolonisé. Je vais revenir en révisant ses contrats miniers. Et jusqu'à présent, pourquoi on veut tuer Kabila? Pourquoi on veut tuer Kabila? Qui veut tuer Kabila? Le metteur en scène, les multinationales, ils ne veulent pas de Kabila, Joseph. Parce que il s'est imposé avec ses codes de midi. Merci. Mais j'allais citer un peu. Oui, mettez une petite J'allais citer un peu ce qui est important. C'est que les ADF qu'on nous parle là, ce sont les Ougandais. Donc en droit international, que vous maîtrisez très bien, oui. C'est comme les enfants du voyou. Les enfants du voisin, les enfants voyous du voisin, mais qui viennent déranger les autres voisins. Très bien. Et ils sont venus en 1984-85. C'était des rebelles de Maréchal Idjami Dada, l'ami de Mobutu, qui lui avait accordé l'hospitalité. Et ils ont été casés. Parce qu'il y a les ADF, il y a les Nalu. Ensemble. Mais, autre événement. En 2003, l'Ouganda et le Rwanda se battent sur notre territoire. Non, en 1998, à Kisangani, la guerre des 6 jours. Et en 2003, le président, Dr Joseph Kabila, va saisir la Cour internationale de la justice. Et l'Ouganda, qui a accepté à comparaître, donc a été condamné à 10 milliards de dollars. Mais c'est le même Ouganda auquel nous faisons recours aujourd'hui pour... Maintenant, l'Ouganda, après une période où d'observation, parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas donné même les débits, ça a considéré que la Cour internationale de la justice devait prendre maintenant un arrêt pour l'imposer. On pouvait recourir même à ce qu'on appelle les fonds vautours. C'est-à-dire partout où on trouve les comptes de l'Ouganda, on le bloque. Malheureusement, le président Joseph Kabila est parti. Mais cette mission devrait être pérennisée par Félix Tshisekedi. Le président Félix arrive dans un conseil des ministres et ils écrivent. Le président Tshisekedi et son gouvernement écrit à la Cour internationale de la justice pour dire nous allons régler cette question à l'interne. Mais c'est troisième niveau, ce sera la stratégie. Non, c'est très important ce que vous avez dit, mesdames, messieurs, vous suivez l'édition spéciale. J'aime bien le décor scientifique quand il est planté, il ne vise pas les individus.
il vise la science. C'est très important. Une juridiction aussi internationale condamne un État pour des faits. D'abord, aujourd'hui, l'Ouganda devrait être responsable de 13 millions de morts sur base de cette condamnation de la Cour internationale de justice. Et si l'Ouganda doit nous venir en aide aujourd'hui, je me pose la question, que dire de la condamnation dont il a été sanctionné comme État. Et aujourd'hui, cette question que le président de la République a promis régler à l'amiable, où en sommes-nous? Parce qu'avant de nous faire venir les troupes ougandaises ici, il faut nous dire la question a été réglée à l'amiable, à quel niveau et de quelle manière. Le peuple a quand même besoin de le savoir. Maître Arletto Diakashama, encore une fois bonjour et bienvenue, toujours scientifique. Aujourd'hui nous avions dit que l'émission d'aujourd'hui c'est pas politique, vous en parlez déjà bien, la politique aujourd'hui c'est la science. Vous dites, au regard de ce que Maître Carlos Mopili a révélé ici, ce sont des faits palpables pour tout chercheur. Vous dites que la mission que la RDC devrait accomplir dans la sécurisation de la partie Est ne pas jouer sur le plan tactique et sur le plan scientifique. Conséquence, la question qui devrait être réglée à l'amiable, que le président de la République a demandé, aujourd'hui n'est pas réglée. Et je voulais aussi vous compléter une autre question. Est-ce que sur le plan de procédure, si on s'est dit la question au niveau de la juridiction internationale, nous sommes au niveau de la procédure, qu'il y a eu une condamnation, est-ce que la condamnation peut être cassée par le simple acte verbal d'un chef de l'État soit-il? Est-ce qu'il y a une puissance, il y a une contrainte? Je pose la question aussi comme juriste. Merci déjà de revenir sur le fait que c'est plus les côtés scientifiques que nous allons aborder, ça veut dire la science. Très bien. Mais n'est pas oublié qu'on ira aussi en sciences politiques parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est justement la politique. Très Vous ne bien. pouvez pas dire le contraire. Alors, on apprend, comme tout le monde, que un accord doit être pris avec les troupes ougandaises pour un partage d'informations en vue de traquer les ADF sous les sols congolais. Vite, on se dit que gouverner, je pense, c'est apporter la solution au problème des sociétés. Il est maintenant à se demander, à ce jour, si réellement ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo apportent véritablement la solution au problème des Congolais. Et vous répondez? C'est ça la question essentielle. Et vous répondez? Mais je suis en train de vous dire, partant des faits, qu'on peut dire, sans crainte d'être contredit, que les gouvernants n'apportent pas la solution au problème des Congolais. On va aborder la question peut-être d'ordre politique. Vous verrez que les lois de la République elles ne sont pas respectées au point que la classe politique est aujourd'hui totalement déchirée, les tissus sociaux est déchiré. La loi portant statut de l'opposition qui voudrait que, d'abord, qui organise de quelle manière on se retrouve dans l'opposition, ces aspects n'ont pas été respectés par ceux qui gouvernent. Ils envoient comme ça le FCC et la MOUCA dans l'opposition sans respecter les fondamentaux. Mais ces forces politiques acceptent de mener l'opposition. Encore là, on ne respecte pas leurs droits. Encore là, quand ils se mobilisent pour formuler des recommandations pour la bonne tenue des élections, ils ne sont pas écoutés. Vous voyez déjà du point de vue politique, les gouvernants ne répondent pas aux besoins de la société. Quand vous allez du point de vue social, vous trouverez chaque jour au marché que les prix des biens de première nécessité ne font qu'augmenter, encore que nous sommes à la veille des festivités de fin d'année. Vous allez dans le secteur économique, c'est pareil. Déjà qu'on impose aux opérateurs économiques des tarifications, des tarifs. L'UDPS à l'opposition disait que la perception de GOPAS était du vol pour enrichir les clans Kabila. Une fois au pouvoir, ils supprimeraient cette taxe. Ils arrivent au pouvoir. Non seulement qu'ils ne suppriment pas la taxe, mais ils nous amènent autre chose comme RAM qu'on ne sait pas définir. Est-ce une taxe? Est-ce un impôt? Est-ce une redevance? Eux-mêmes vous disent que c'est une rémunération de service, alors qu'elle a elle a en commun et la taxe et l'impôt et les redevances. Un peu du désordre, mais du désordre qui impacte négativement sur le social des Congolais. Et sur les plans sécuritaires. Maintenant, quand on va sur les plans sécuritaires,
l'innovation de l'UDPS au pouvoir, c'est l'état de siège. Ils vous ont dit... Innovation ou ce sont des dispositions constitutionnelles qui l'ont prévu? J'aimerais considérer ça. J'aimerais prendre les termes qu'eux citent. Parce que pour eux... Non, mais il ne faut pas prendre les termes de quelqu'un qui est sous l'arbre quand même. Il faut prendre les termes que le président évoque. Oui, mais justement, le président l'a dit. Il a été interviewé par vos confrères, Christian Lusako et Françoise Bouema à Goma. Oui. Et c'est là qu'il a dit que depuis tout ce temps, pour lui, c'était une innovation. Comme si on voulait... Le même aussi a dit que c'est une innovation. Il a dit, France. Comme si on avait besoin de c'était une erreur, le président. C'est quand même pas un dieu, ça peut arriver à quelqu'un d'oublier. Plutôt que la solution au problème de sécurité. Est-ce que cette innovation a apporté des solutions à ce problème d'ordre sécuritaire à l'est du pays? Est-ce que la mesure a été prise dans les bonnes conditions? Parce que la Constitution est claire à son article 85 lorsqu'on dit, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance et l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état de siège. Déjà à partir de là, on ne voit pas pourquoi le chef de l'État avait décrété l'état de siège, parce que l'État fonctionnait. Seulement qu'il fallait apporter... Non, mais il y avait des menaces persistantes. Tous les jours, il y avait des morts d'hommes. Oui, les menaces persistantes, c'est un volet. C'est un volet de la définition que donne la Constitution. Au-delà des menaces persistantes, il fallait que l'on justifie que l'État arrêtait de fonctionner. Si l'État n'a pas arrêté de fonctionner, mais il fallait réfléchir autrement. Surtout, ce qui est beaucoup plus important à dire, c'est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, on dirait qu'ils n'ont pas de considération pour la loi fondamentale. L'article 69 de notre Constitution consacre le concept de continuité de l'État. Continuité de l'État. Ça veut dire que quand vous arrivez au pouvoir, vous partez sur des bases posées par ceux qui vous ont précédé. Ça s'appelle acquis, les acquis de la République. Nous avons une expérience dans notre pays. Le président Mouzé Kabila, qui arrive au pouvoir, n'est-ce pas, avec le concours... Avec des maîtres Carlos Mopili, avec des India Omari, comme experts. Les concours des armées étrangères. Oui. Il en a payé le prix. Parce que quand ces gens-là vous accompagnent, je voulais vous relancer. À un certain moment, ils ne vous laissent pas les mains. Je voulais vous relancer. Quand Mouzé Kabila, en tant que panafricaniste et nationaliste, va décider de les remercier pour ce qu'ils avaient rendu comme service, mais ils n'ont qu'à partir et à laisser les Congolais prendre le destin de leur pays en main. Vous savez qu'on en a... la question que je vous pose, la sous-question. Il en a payé la sous-question, du prix de son sang. Maître Arlette Odia. Aujourd'hui, vous avez appris, je vais revenir sur l'incursion ou les recours que nous avions fait aux troupes ougandaises, faisant allusion à l'aspect important de la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice par des faits commis à l'est de la RDC. Le même est là. L'Ouganda a commis des exactions, des tueries, l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Donc l'Ouganda est un acteur parmi tant d'autres dans le pillage organisé et institutionnalisé de l'Est de la RDC. Est-ce que faire recours à l'Ouganda serait résoudre les problèmes de l'Est? Avant que vous ne m'interrompiez, j'étais en train de vous faire voir que ceux qui gouvernent n'ont pas la notion de la continuité de l'État. Parce que ce que vous évoquez là, c'est l'histoire de notre pays. Et quand on veut aller et avancer dans la bonne direction, on doit voir c'est quoi, par où la RDC est passée pour savoir exactement dans quelle bonne direction orienter la nation congolaise. Je vous ai évoqué le problème de Mouzé. À un certain moment, Joseph Kabila a aussi dû faire recours à l'armée rwandaise. Raison pour laquelle même, je pense, si mes souvenirs sont bons, certainement qu'il y a d'autres raisons politiques qui peuvent avoir poussé son ancien comme secrétaire du PPRD, Vital Kamerhe, à claquer la porte. Certainement qu'il y a eu d'autres raisons. Mais parmi les unes qui ont été évoquées par elle,
c'est lorsque le président Joseph Kabila avait pensé qu'il était important de coopérer avec l'armée rwandaise pour traquer les rebelles sur le sol congolais. Mais quand Joseph Kabila a essayé, à un certain moment, il a trouvé que ce n'était pas une bonne stratégie. On se souvient encore comment ces relations avec le président Kagame se sont dégradées parce qu'il s'était, je veux dire, trompé sur la stratégie peut-être à l'époque. Mais donc le président s'est à nouveau trompé. Le président Tshisekedi, devrait comprendre, devrait se souvenir de cette histoire de notre pays et comprendre que par nous-mêmes, on peut arriver à résoudre les problèmes d'ordre sécuritaire. Je suis en train de discuter en vous disant ceci. Ce matin, je suis tombée sur une publication, je vais dire, de l'honorable Peter Kazadi disant que lutter contre le terrorisme a toujours fait l'objet de concertations et de mutualisation des forces entre nations. Je suis d'accord, mais il faut que ce soit une option levée par la nation. Et quand est-ce qu'une option est levée par la nation? C'est lorsque la classe politique dans son ensemble est concertée à ce sujet. Donc pour vous, les jeunes de l'État devraient vous concerter pour discuter de ça. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la classe politique et des forces vives de la nation. Souvenez-vous de ce que disait Etienne Tshisekedi à Moulumba, que la destinée d'un pays se trouve entre les mains de sa classe politique. C'est un garant. Et la classe politique, ce n'est pas seulement la classe politique dirigeante, mais c'est aussi la classe politique non dirigeante. Quand on parle des élections, quand on parle de la sécurité, quand on parle de l'intégrité territoriale, il n'y a pas de couleur politique. Il faut se mettre autour d'une table, que l'État lève une option avec laquelle il va discuter avec d'autres États. Merci. Mais cette façon qu'a l'UDPS d'amener... Donc vous pensez que le chef de l'État lève les options unilatéralement? Mais vous en avez... Lui-même, il va là-bas, il signe un accord, après nous, on va endosser... Vous en avez eu la preuve dans les dernières déclarations du ministre de la Défense nationale qui vous disait qu'il n'avait pas été... intéressé avant la mesure de l'état de siège. On se souvient encore que c'était au lendemain du premier conseil de ministres du Premier ministre Sama Lukonde. À quel moment le président de la République a eu à véritablement se concerter? Pas seulement avec la classe politique dirigeante et non dirigeante, mais d'abord avec les institutions. Merci. Avec les institutions. Merci beaucoup, maître Arlette Odia. Vous pensez que nous sommes dans une république bananière où quelqu'un va se lever, qui qu'il soit, qu'il décide de comment le pays doit être gouverné? Moi, je pense que non. Et la meilleure façon de faire les choses, ici et maintenant, pour aujourd'hui et pour demain, c'est savoir se mettre autour de la table lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national. Merci beaucoup, maître Arlette Odia. Comment va CEDUC? Ça marche bien là-bas? Apparemment, CEDUC, il n'y a que vous. On ne voit plus d'autres membres. C'est comme des partis de Olengankoi, les partis de qui? Jalicien Boussa. Il n'y a qu'une personne qui est connue, les autres. Il y a quand même un bureau qui siège pour lever. Parce que vous reprochez au chef de l'État de prendre des options seules, mais vous aussi, il faut toujours siéger pour prendre des options de CEDUC. Nous siégeons. Déjà, vous connaissez bien où se trouve notre siège, pendant que beaucoup de partis politiques n'en ont pas. Ça dit déjà que nous avons une administration et une structure. Mais il est vrai que c'est très souvent la présidente qui parle, mais les autres membres sont en train aussi de parler. Au-delà de ce fait, vous savez que quand le pays traverse une période, on va dire, un peu de dérive dictatoriale, souvent les militants ou les membres ont une certaine peur. Il faut qu'il y ait un président qui impulse, qui dit qu'il faut se lever. Maître Arlette Odia Kachama.